Ce midi, au Radio-Journal, campagne électorale, la question du contrôle des armes à feu continue de susciter des débats. Et après les Américains, Ottawa se prépare à ouvrir ses frontières au reste du monde demain. Bonjour, ici Naïla Bendali. Le chef conservateur Erin O'Toole a de nouveau été pressé de questions sur le contrôle des armes à feu. Il a changé sa position hier et promet maintenant de maintenir l'interdiction de 1500 modèles d'armes semi-automatiques instaurées par le gouvernement Trudeau, mais sans préciser pour combien de temps. Les explications de Louis Blouin. Pour la 4e journée de suite, l'enjeu des armes à feu continue de poursuivre le chef conservateur. Hier, il a été forcé de changer de cap. Il a promis de maintenir l'interdiction de 1500 modèles d'armes semi-automatiques instaurées par les libéraux en 2020. Sa plateforme indiquait le contraire. Cependant, M. O'Toole ne ferme pas la porte à ce que ces armes soient de nouveau permises quand un processus de reclassification qu'il promet sera complété. Le chef conservateur a été contredit par l'un de ses propres candidats, un député sortant de la Colombie-Britannique, Rob Morrison, sur Facebook. Ce dernier a indiqué que la position du Parti conservateur n'avait pas changé, contrairement à ce qu'a déclaré le chef hier. Écoutons la réplique d'Erin O'Toole. Je suis le chef et on va maintenir nos restrictions en ce qui concerne les armes à feu et avoir un processus pour une revue de notre système de classification, d'enlever la politique. Le chef conservateur s'est défendu d'avoir une entente secrète avec les groupes pro-armes au pays, comme l'en accusent les libéraux. Erin O'Toole ajoute que, selon lui, l'approche libérale s'en prend injustement aux chasseurs et aux fermiers au pays. Le chef libéral, Justin Trudeau, lui, ne rate aucune occasion de maintenir la pression sur son adversaire. On l'écoute. On sait depuis longtemps que Erin O'Toole est très à l'aise de dire une chose à un groupe et d'autres choses à un autre groupe, parce qu'il va tout faire pour se faire élire. Ces attaques pourraient bien ressurgir dans les 2 débats des chefs qui sont prévus mercredi et jeudi. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa. Le Canada s'apprête à ouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers complètement vaccinés contre la COVID-19. La mesure entrera en vigueur demain, même si le variant Delta se propage rapidement au pays. Et malgré l'optimisme d'Ottawa, plusieurs experts sont inquiets. Les précisions de Samuel Rancourt. À compter de minuit 1 demain, les voyageurs internationaux seront autorisés à entrer au Canada pour des raisons non essentielles. Ils vont devoir prouver différents éléments, notamment qu'ils ont reçu la série complète d'un vaccin ou une combinaison de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada, et ce, au moins 2 semaines avant d'entrer au pays. Il faut avoir un test de dépistage moléculaire. Denis Vinette est vice-président de la Direction générale des voyageurs à l'Agence des services frontaliers du Canada. Par la suite, vous devez être asymptomatique. Vous devez nous fournir votre information par l'entremise du système ArriveCan. Les voyageurs devront aussi présenter un résultat négatif au test de la COVID-19, test effectué 3 jours avant l'heure prévue de leur vol ou 3 jours avant d'entrer au Canada par voie terrestre ou maritime. Ça va rajouter de la pression sur notre système, notre mode de vie. La professeure au département de chimie-médecine moléculaire à l'Université de Montréal, Nathalie Granvaux, craint le risque de contamination. Le test PCR, c'est 3 jours avant de prendre l'avion maximum. On peut se contaminer dans ces 3 jours-là. Avec l'ouverture des frontières, des délais supplémentaires sont prévus dans le plus grand aéroport du Canada. L'aéroport international Pearson de Toronto croit que le processus de contrôle des passagers pourrait prendre entre 1 à 3 heures. Des temps d'attente plus longs pourraient également se poursuivre à l'aéroport international Montréal-Trudeau, qui s'attend à davantage de passagers en septembre. Ici Samuel Rancourt, Radio-Canada, à Montréal. Et alors que le variant Delta représente plus de 90% des cas au Canada, d'autres variants attirent l'attention de la communauté scientifique. C'est notamment le cas du variant Mu, une souche découverte en Colombie il y a 9 mois. Alexis Gacon a plus de détails. Le variant Mu est considéré comme à suivre par l'OMS parce qu'il pourrait être plus résistant aux anticorps développés par le vaccin. Cela doit cependant être confirmé par d'autres études. Pour l'instant, Mu est surtout signalé en Colombie. Il représenterait 39% des nouvelles infections là-bas. Ailleurs, il n'est que très peu répandu. En fait, pour l'instant, 39 pays ont des cas liés à Mu et il est en baisse au Canada avec moins de 3 nouvelles infections sur 1000. Un autre variant fait parler de lui, le C.1.2. Il n'est pas encore sous haute surveillance de l'OMS, mais il est observé par des scientifiques en Afrique du Sud. Il pourrait lui aussi être plus résistant au vaccin. L'apparition de ces nouveaux variants arrive à un moment aux États-Unis où les lits de réanimation sont de plus en plus occupés et il pourrait bientôt falloir faire des choix sur qui y a accès ou non. Mais la parade contre ces variants
pour le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses américain, Anthony Fauci, ça reste encore le vaccin et notamment la 3e dose. Il dit que si on regarde le niveau d'anticorps que le vaccin engendre, particulièrement après la 3e dose de Moderna ou de Pfizer, le vaccin reste efficace contre tous les variants dépistés. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal. Un monument du cinéma français n'est plus. L'acteur Jean-Paul Belmondo est décédé à son domicile à Paris. Il avait 88 ans. Jean-Paul Belmondo a tourné dans plus de 80 films. Pierre Emparent revient sur la carrière de celui qu'on avait surnommé Bébel. Son surnom de Bébel vient de Pépel, le rôle de Jean Gabin dans Les Bas-fonds. Gabin, avec qui Belmondo partage l'affiche dans Un singe en hiver. D'abord, on va leur montrer ce qu'un jeune et un vieux peuvent faire, hein. Qui ça? Aux affreux, allez, viens. Sa goye de titi parisien, ses cascades sans doublure font de Bébel un champion incontesté du box-office, comparable à Louis de Funès, Fernandel ou Alain Delon, avec qui il tourne Borsalino. L'As des As, le magnifique, le professionnel, Peur sur la ville. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. C'est avec les films d'action que Belmondo enchaîne les succès. C'est celui-là, un guignolo. Moi? Belmondo refuse le César du meilleur acteur qu'on lui décerne en 89, mais 6 ans après sa palme d'honneur à Cannes, la salle des Césars lui fait une ovation en 2017. C'était Pierre Emparent. Et toujours en France, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'ouvre mercredi. Pendant 9 mois, 20 accusés seront jugés pour les attaques quasi simultanées du Stade de France et du Bataclan. Ce procès hors norme va se tenir dans l'ancien palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Le quartier sera bouclé et sous haute surveillance. Voici le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Nous avons dû, au cours des 2 dernières années, faire face à 6 attentats. Nous avons réussi à en déjouer 5. Le parquet antiterroriste, depuis sa création, en 2 ans, a ouvert près de 140 enquêtes. Il y a un travail considérable qui est réalisé. Nous allons continuer à le faire, nous allons continuer à être vigilants, mais il n'y a pas de signe particulier aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, de préparatifs d'actions terroristes visant notre territoire. Les attentats de Paris ont fait 130 morts et 350 blessés. Et puis, Cuba va assouplir ses règles sanitaires pour les touristes afin de relancer ce secteur vital pour son économie. À partir du 15 novembre, les autorités n'exigeront plus un test PCR négatif à l'arrivée, comme c'est le cas actuellement, et le certificat de vaccination des voyageurs sera reconnu sur l'île. Des tests seront tout de même effectués de manière aléatoire.